Le peuple Amish constitue l'une des sociétés les moins modernisées où il est rare que l'on aborde des questions d'ordre privé, en particulier celles touchant à la vie intime. Néanmoins, beaucoup de gens ignorent les secrets que les femmes Amish gardent enfouis. En regardant leur société d'un peu plus près, on découvre l'impact de restrictions rigoureuses sur leur quotidien, allant de la soumission conjugale à des règles strictes régissant leur apparence. Préparez-vous à découvrir un monde bien différent du nôtre. Numéro 10. Code vestimentaire strict et apparence. Pour les femmes Amish, l'habillement ne relève pas d'un choix personnel. Il incarne une philosophie qui façonne chaque aspect de la vie quotidienne. Chaque vêtement qu'une femme enfile doit respecter des règles communautaires strictes qui existent depuis des centaines d'années. La coiffure que la plupart des étrangers appellent bonnet est en réalité une coiffure de prière. De véritables bonnets ne sont portés par-dessus ces coiffes que lorsqu'une femme sort. Les tissus sont toujours unis, choisis pour refléter la dignité et l'humilité. Il n'y a aucun motif imprimé, aucune couleur vive, ni aucun élément décoratif d'aucune sorte. Les robes doivent être longues, dans des teintes sobres, comme le noir, le bleu marine ou le vert foncé. Les couleurs vives et les motifs sont totalement interdits. Les bretelles de tout vêtement doivent mesurer au moins 5 cm de large et chaque robe doit couvrir les genoux, même lorsque la femme est assise. Le dimanche, les vêtements indiquent si une femme est mariée ou célibataire. Les femmes mariées portent des coiffes et des tabliers noirs associés à des bonnets blancs. Les femmes célibataires portent des coiffes et des tabliers blancs associés à des bonnets noirs. Pour les travaux agricoles, les femmes passent à des tabliers gris conçus pour le travail manuel pénible. Et voici un détail qui surprend la plupart des gens. Les boutons sont totalement bannis. Les Amish refusent l'usage des boutons qu'ils considèrent comme des articles de luxe et des sources potentielles de tentation. Les vêtements sont maintenus à l'aide d'épingles droites, d'agrafes et d'œillets. Les responsables communautaires estiment que les boutons sont trop faciles à défaire, ce qui pourrait poser problème durant les fréquentations et les fiançailles. Il ne s'agit pas d'une tradition oubliée depuis des siècles. Les communautés Amish de Pennsylvanie, de l'Ohio et de l'Indiana appliquent encore aujourd'hui ces règles à la lettre. Les femmes gardent également leurs cheveux relevés et couverts en tout temps pour éviter la vanité et l'orgueil. La chevelure reste une affaire privée, jamais exposée en public. Si une femme est vue avec les cheveux découverts en dehors de son propre foyer, elle s'expose à de vives critiques de la part de la communauté. Ces codes vestimentaires stricts touchent plus de 380 000 Amish vivant aux États-Unis et au Canada, ce qui en fait l'un des systèmes vestimentaires les plus réglementés du monde occidental moderne. Chaque matin, une femme Amish prend des dizaines de petites décisions concernant son apparence et chacune d'elles est régie par des règles qu'elle n'a pas établies. Numéro 9. L'interdiction de la photographie. Les Amish traitent les photographies de la même manière qu'ils traitent les idoles sculptées. Prendre une photo d'une personne crée une image figée, ce qui viole directement leurs croyances religieuses concernant les images taillées. Cette croyance provient du 2e commandement de la Bible qui met en garde contre la création de représentations d'êtres vivants. Poser pour une photo est considéré comme un acte d'arrogance, un manque d'humilité. La culture de l'autoportrait et de la mise en ligne de ces images est étrangère aux communautés Amish. Ils rejettent toute forme d'autopromotion visuelle. Aucun portrait de famille n'est accroché au mur des maisons Amish. Aucune image d'enfant n'est gardée dans un portefeuille ou partagée avec des proches. L'accent est entièrement mis sur le fait de vivre l'instant présent, sans prévoir d'images personnelles pour l'avenir. Cela ressemble à une règle d'une époque lointaine, et pourtant les communautés Amish la respectent scrupuleusement en 2025, alors même que les smartphones et les appareils photo abondent dans les villes voisines. On demande régulièrement aux touristes qui visitent les régions Amish, comme le comté de Lancaster en Pennsylvanie, de ne pas photographier directement les membres de la communauté. Certains magasins de ces zones affichent même des panneaux demandant aux visiteurs de respecter cette règle. Cependant, de légères différences existent entre les communautés. Certains membres autorisent les photographies tant que le visage n'est pas le sujet principal de l'image. Une photo d'une femme travaillant dans un champ, prise de loin et où le visage n'est pas clairement visible, peut être permise. Être capturé dans un moment pris sur le vif, où la personne n'a pas posé, est souvent plus acceptable que de rester immobile devant un objectif. L'acte même de poser implique de l'orgueil. Et l'orgueil est l'un des plus grands défauts à éviter dans la vie Amish. Cela signifie qu'il existe très peu de photographies claires de femmes Amish, ce qui fait de leur quotidien l'un des moins documentés du monde moderne. Des générations entières de femmes Amish ont vécu et sont mortes sans qu'une seule photographie claire de leur visage n'ait jamais été prise. Dans un monde où la personne moyenne prend des centaines de photos chaque année, ce niveau d'absence visuelle est remarquable. Numéro 8. Soumission conjugale et dynamique des genres. Dans les foyers Amish, le mari occupe la position de chef de famille.
Cette structure découle directement de leur interprétation de la Bible et plus précisément des passages qui ordonnent aux épouses de se soumettre à leur mari en tant que guide spirituel. Les épouses sont tenues de reconnaître cette autorité et ne prennent généralement pas de décision majeure sans que le mari en soit informé ou ne donne son approbation. Cela inclut les décisions concernant les finances, les voyages, les achats importants et les interactions avec les personnes extérieures à la communauté. Le raisonnement derrière ce système est qu'il favorise l'ordre, la stabilité et réduit les conflits au sein du foyer. Il permet aux femmes de se concentrer entièrement sur la tenue de la maison et l'éducation des enfants sans être distraites par des responsabilités extérieures. Les dirigeants de la communauté enseignent que cet arrangement reflète le dessein de Dieu pour la famille et que les deux rôles, celui de maître de maison pour le mari et de soutien pour la femme, ont une valeur égale aux yeux de Dieu. Et si cette structure ne suffisait pas à comprendre, considérez ceci. Les dynamiques publiques et privées sont très différentes. En public, le mari mène toujours. Il conduit la calèche, parle au nom de la famille et prend les décisions visibles. Lors des rassemblements communautaires, les hommes et les femmes s'assoient souvent séparément. Et les hommes gèrent toutes les affaires officielles. Mais à huis clos, les femmes disposent souvent d'une influence considérable dans les affaires du foyer. De nombreux anciens membres Amish ont décrit une répartition du pouvoir plus équilibrée en privé que ce que les étrangers voient en surface. Les femmes influencent les décisions concernant l'éducation des enfants, la gestion du foyer et les relations sociales au sein de la communauté. Il ne s'agit pas d'un modèle appartenant à un passé lointain. Les communautés Amish à travers l'Amérique du Nord fonctionnent encore aujourd'hui selon ces mêmes dynamiques de genre. Le système crée des rôles clairement définis qui sont restés largement inchangés depuis plus de 300 ans, ce qui en fait l'une des structures familiales les plus durables du monde occidental. Les jeunes filles Amish grandissent en observant cette dynamique chez leurs parents et transposent ces attentes dans leur propre mariage sans y déroger. Si vous appréciez cette vidéo jusque-là, pensez à vous abonner à la chaîne. Nous publions régulièrement du nouveau contenu et votre abonnement nous aide à continuer à produire ces vidéos pour vous. Numéro 7. L'interdiction de couper les cheveux. Les femmes Amish considèrent leurs cheveux comme un don sacré de Dieu. Elles les voient comme la gloire suprême de la femme et il est strictement interdit de les couper. Cette croyance repose sur un passage spécifique de la Bible qui décrit la longue chevelure d'une femme comme lui ayant été donnée pour servir de voile. De nombreuses femmes Amish ne se coupent jamais les cheveux au cours de leur vie. Du jour de leur naissance à celui de leur mort, leurs cheveux poussent continuellement. Elles les gardent longs, tressés ou épinglés en chignon sous leur coiffe en tout temps. Certaines femmes Amish âgées ont des cheveux qui leur arrivent bien en dessous de la taille, bien que les étrangers les voient rarement car ils sont toujours couverts en public. L'interdiction ne s'arrête pas aux cheveux. Il est également interdit aux femmes Amish de raser les poils de leur corps, y compris ceux des jambes et des aisselles. On ne trouve ni rasoir, ni autre outil d'épilation dans les foyers Amish. Les hommes sont soumis à des restrictions similaires. Après le mariage, il est interdit aux hommes Amish de raser leur barbe. La barbe d'un homme marié sert de signe visible de son statut marital au sein de la communauté. Pour mettre en perspective le sérieux de cette règle, couper de force les cheveux d'une femme Amish est traité comme une violation criminelle grave. En 2012, un groupe d'hommes Amish à Bergholz, dans l'Ohio, a été reconnu coupable de crimes de haine fédéraux pour avoir coupé les cheveux et la barbe d'autres membres de la communauté contre leur gré. Les attaques ont été menées lors de raids nocturnes au domicile des victimes. Plusieurs des agresseurs ont reçu des peines de prison allant jusqu'à 15 ans. L'affaire a attiré l'attention nationale et a prouvé que les cheveux revêtent une profonde signification religieuse et culturelle au sein de la communauté. Les tribunaux fédéraux des États-Unis ont traité cette coupe de cheveux forcée comme une attaque contre l'identité religieuse elle-même. L'interdiction de couper les cheveux concerne chaque femme Amish de la naissance à la mort, ce qui en fait l'un des engagements les plus permanents et visibles de tout leur mode de vie. La chevelure non coupée d'une femme devient un témoignage permanent de son attachement à la communauté et à ses croyances. Numéro 6. Restrictions sur le travail hors du foyer. Le rôle principal d'une femme Amish mariée se situe à l'intérieur du foyer. Elle sert de mère, de cuisinière, de couturière et de femme de ménage. Ses responsabilités occupent la majorité de sa journée, chaque jour, sans week-end de repos ni période de vacances. La routine quotidienne commence avant le lever du soleil et se poursuit jusqu'au coucher des enfants. La cuisine à elle seule est une tâche colossale, car les femmes Amish préparent tous les repas à partir d'ingrédients de base, sans l'aide d'appareils de cuisine modernes. Le pain est cuit à partir de la farine. Les légumes sont cultivés dans le jardin, récoltés et mis en conserve dans des bocaux en verre pour l'hiver. Les vêtements de toute la famille sont cousus à la main. Si une femme travaille hors de la maison, ses options sont extrêmement limitées. Les occupations autorisées incluent des rôles étroitement liés à la vie domestique, comme sage-femme ou enseignant dans l'école de la communauté.
Une femme peut aussi vendre des produits de boulangerie ou des courtes pointes faites main sur un marché local, mais cela est considéré comme une extension de ses tâches ménagères plutôt que comme une carrière indépendante. Être propriétaire d'une entreprise est rare mais possible, principalement pour les femmes dont les enfants sont plus âgés et ne nécessitent plus une surveillance constante. Ces entreprises doivent rester de petite taille et d'apparence modeste. Les exemples courants incluent des boutiques d'artisanat, des boulangeries et des stands de produits agricoles en bord de route. Et si ces options limitées ne suffisaient pas, pensez à ceci. Toute entreprise doit également rester humble dans son fonctionnement. Se développer de manière trop agressive ou gagner une richesse trop visible attirerait les critiques de la communauté. Une femme qui semble privilégier son entreprise au détriment de ses responsabilités familiales s'expose aux conséquences sociales de la part de ses voisins des dirigeants de l'Église. Le mari demeure le principal soutien financier dans chaque famille amish, renforçant ainsi une séparation claire entre rôle masculin et féminin. Ce système est activement pratiqué dans toutes les grandes colonies amish, du comté de Lancaster en Pennsylvanie au comté de Holmes dans l'Ohio, en passant par le comté d'Elkhart dans l'Indiana. Il crée une économie domestique où les femmes fournissent un travail énorme, mais reçoivent rarement une indépendance financière qui leur est propre. Une femme amish peut travailler 14 heures par jour ou plus, pourtant le revenu et les décisions financières restent sous l'autorité de son mari. Numéro 5. Exclusion de la direction spirituelle. L'Église amish fonctionne sous une structure de direction exclusivement masculine qui existe depuis la fondation du mouvement. Les femmes sont totalement exclues des fonctions d'évêque, de ministre de culte ou de diacre. Cette exclusion est basée sur leur interprétation de passages spécifiques de la Bible qui réservent les rôles d'enseignement et de direction aux hommes. Il n'y a aucune exception à cette règle dans aucune communauté amish, où que ce soit dans le monde. Le processus de sélection des dirigeants implique l'ensemble de la congrégation, y compris les femmes. Mais chaque poste de direction est occupé par un homme. Le processus commence lorsque la communauté identifie le besoin d'un nouveau chef. Les membres nomment des candidats et ceux qui reçoivent suffisamment de nominations entrent dans un processus de sélection qui implique souvent un tirage au sort, une méthode dont les Amish croient qu'elle permet à Dieu de prendre la décision finale. L'évêque guide la communauté sur les règles et prend les décisions concernant les technologies et les pratiques autorisées. Le ministre prononce les sermons pendant les services religieux qui ont lieu un dimanche sur deux dans les maisons des membres par alternance plutôt que dans un bâtiment religieux dédié. Le diacre gère les dons de charité et les besoins physiques de l'Église, y compris la distribution de l'aide aux familles dans le besoin. On pourrait croire que les femmes n'ont aucun rôle dans la vie spirituelle, et pourtant elles interviennent dans un domaine crucial. Les femmes sont autorisées à voter lorsque la communauté sélectionne de nouveaux dirigeants. Elles portent également l'entière responsabilité du maintien de l'atmosphère spirituelle au sein du foyer. Cela signifie enseigner aux enfants les prières, les histoires de la Bible et les valeurs communautaires dès leur plus jeune âge. Bien que les femmes façonnent la foi de leurs enfants et influencent les décisions de la communauté par leur vote, elles ne se tiennent jamais devant la congrégation. Elles ne prononcent jamais de sermon. Elles ne statuent jamais sur les normes de la communauté. Cette structure est restée inchangée depuis la fondation du mouvement Amish en 1993, ce qui représente plus de 330 ans de direction spirituelle exclusivement masculine. Pour les femmes Amish, l'autorité spirituelle passe par le rôle de mère et d'épouse, jamais par un titre formel ou une position publique. Numéro 4. Limitation de l'éducation formelle. Les enfants Amish, garçons et filles, arrêtent d'aller à l'école après la 8e année, ce qui signifie que l'éducation formelle se termine approximativement à l'âge de 14 ans. Après ce stade, aucune instruction académique supplémentaire n'est fournie. Le programme dans les écoles Amish se concentre sur la lecture, l'écriture et l'arithmétique de base, aux côtés de leçons sur l'obéissance, la coopération et les valeurs culturelles. Ces écoles à classe unique sont gérées par la communauté elle-même, sans lien avec le système éducatif public. Les cours sont dispensés en anglais, bien que les enfants parlent un dialecte allemand appelé allemand de Pennsylvanie à la maison. Les sciences, les mathématiques avancées, la littérature et les sciences sociales au-delà de la géographie de base sont largement absentes du programme. En 1972, la Cour suprême des États-Unis a statué dans l'affaire Wisconsin contre Yoder que les Amish ont le droit légal de mettre fin à l'éducation de leurs enfants plus tôt pour des raisons religieuses. La Cour a accepté l'argument selon lequel une éducation plus poussée exposerait leurs enfants Amish à des valeurs en conflit avec leur mode de vie. Cette décision est toujours en vigueur aujourd'hui et protège les communautés Amish des lois sur l'obligation scolaire qui s'appliquent au reste de la population. Après avoir quitté l'école, les garçons se dirigent vers le travail agricole ou l'apprentissage d'un métier, apprenant des compétences comme la menuiserie, la forge ou la construction. Les filles orientent entièrement leur attention vers les compétences ménagères, apprenant à cuisiner, coudre, conserver la nourriture, gérer un jardin et tenir un foyer efficacement. Ces compétences sont enseignées par leur mère et d'autres femmes de la communauté par la pratique quotidienne plutôt que par l'instruction formelle.
Les jeunes femmes célibataires peuvent servir d'enseignantes dans les écoles communautaires, mais elles doivent démissionner de l'enseignement dès qu'elles se marient. Le mariage transfère immédiatement leur responsabilité de la salle de classe au foyer. Cela signifie qu'aucune femme amish occupant un poste d'enseignante n'est mariée, et qu'aucune femme amish mariée n'occupe de poste professionnel hors de son mariage. Le plafonnement de l'éducation à la 8e année affecte chaque génération de femmes amish, limitant leur exposition à des sujets comme les sciences avancées, l'histoire mondiale et les mathématiques supérieures. Cette barrière éducative façonne le reste de leur vie adulte et limite leurs options si jamais elles choisissent de quitter la communauté. Numéro 3. La robe de mariée bleue. Les mariés amish ne portent pas de blanc. Les robes de mariée blanches sont considérées comme vaines et cherchant à attirer l'attention, conçues pour susciter l'admiration plutôt que de refléter l'humilité. À la place, les mariés amish portent des robes bleues ou indigo pour symboliser la pureté et la fidélité. La couleur bleue revêt une signification particulière dans la tradition amish en tant que couleur de sincérité et de dévotion. Chaque marié coud sa propre robe de mariée entièrement à la main. La robe descend jusqu'au milieu du mollet, ne comporte aucune décoration, ni dentelle, ni broderie, ni aucun ajout de bordure d'aucune sorte. Elle suit les mêmes règles de modestie que les vêtements de tous les jours, avec de larges bretelles et une couverture complète. Aucun voile n'est porté. Aucune traîne ne suit la mariée. La cérémonie elle-même est simple, tenue lors d'un service religieux ordinaire au domicile d'un membre de la communauté, sans fleurs, sans musique et sans décoration professionnelle. Et si la robe faite main ne suffisait pas à distinguer cela, considérez ceci. La robe de mariée n'est pas destinée à un seul jour. Une femme amish porte sa robe de mariée bleue au service religieux du dimanche pour le reste de sa vie. Le même vêtement qu'elle portait le jour où elle a épousé son mari l'accompagne au culte un dimanche sur 2 pendant des décennies. Lorsqu'elle meurt, elle est fréquemment enterrée dans cette même robe, accompagnée d'un tablier et d'une cape blanc. Un seul vêtement accompagne ainsi une femme amish dans des jours les plus importants de son existence jusqu'à son inhumation. Aucune autre culture, en Amérique du Nord, ne maintient cette pratique à une si grande échelle. Cette tradition est pratiquée dans les communautés amish à travers les États-Unis et le Canada à l'heure actuelle. Elle transforme la robe de mariée d'un article de luxe à usage unique en un symbole permanent d'engagement, de foi et de dévotion envers la communauté. La robe bleue devient un rappel constant des vœux qu'une femme a prononcés le jour de son mariage. Numéro 2. La maternité obligatoire. Avoir des enfants n'est pas une décision personnelle dans les communautés amish. C'est un devoir religieux que chaque femme mariée est censée accomplir. La femme amish moyenne compte entre 7 et 9 enfants, et certaines familles en ont encore plus. Les familles de 10 ou 12 enfants ne sont pas rares dans les grandes colonies amish. Toutes les formes de contraception sont totalement proscrites. La communauté considère les enfants comme des dons divins, et empêcher leur naissance est considéré comme un rejet direct de la volonté de Dieu. Pas de pilules, pas de dispositifs médicaux, et aucune autre méthode de planification familiale ne sont autorisées. Les couples mariés sont censés accepter autant d'enfants que Dieu leur en donne, quelles que soient leurs circonstances personnelles. La pression sociale entourant la maternité est énorme. Quand une femme n'a pas d'enfant, ou exprime le désir de ne pas en avoir, cela suscite un jugement sévère et l'inquiétude de la communauté. Les voisins et les dirigeants de l'Église peuvent se demander si quelque chose ne va pas avec sa santé ou sa foi. Une femme ayant moins de 3 enfants peut être perçue comme incomplète dans son rôle d'épouse et de mère. Pour mettre cela en perspective, les grandes familles amish sont publiquement louées et valorisées, indépendamment du désir personnel des parents ou de leur capacité financière à subvenir aux besoins d'autant d'enfants. Des systèmes de soutien communautaire existent pour aider les familles dans le besoin, y compris le travail partagé pendant les saisons de récolte et les collectes de fonds collectives pour les urgences médicales. Mais l'attente de familles nombreuses demeure ferme et non négociable. La valeur d'une femme au sein de la communauté est étroitement liée à son rôle de mère. Et plus elle élève d'enfants, plus elle est respectée par ses pairs. Cette conception de la taille de la famille a permis à la population amish de croître à un rythme remarquable. La population double environ tous les 20 ans. En 1900, il y avait environ 8000 personnes amish en Amérique du Nord. Aujourd'hui, on en compte plus de 380 000. Ce taux de croissance en fait l'un des groupes religieux à la croissance la plus rapide de tout le continent, tiré presque entièrement par la grande taille des familles plutôt que par des conversions extérieures. Numéro 1. Interdiction du maquillage et des bijoux. Il est interdit aux femmes amish de porter du maquillage ou des bijoux. Les cosmétiques de toutes sortes sont rejetés comme des articles mondains qui cachent la véritable apparence d'une personne et encouragent la vanité. Pas de rouge à lèvres, pas de fond de teint, pas d'ombre à paupières, pas de vernis à ongles. Rien de ce qui altère l'apparence naturelle du visage ou du corps n'est permis. Les bijoux de toutes sortes, y compris les alliances, sont considérés comme inutiles et orgueilleux.
Les colliers, les bracelets, les boucles d'oreilles et les accessoires décoratifs pour cheveux sont tous bannis. Cela signifie que lorsqu'un couple amish se marie, il n'y a pas d'échange d'alliance pendant la cérémonie. L'engagement entre le mari et la femme est scellé par la cérémonie de mariage et la reconnaissance de la communauté uniquement. Il n'y a aucun symbole physique porté sur le corps pour indiquer le mariage, mis à part les distinctions vestimentaires et, pour les hommes, la pousse de la barbe. Le raisonnement derrière cette règle est que les décorations extérieures distraient du caractère intérieur et de la dévotion spirituelle. Les Amish croient que la valeur d'une personne vient de ses actions, de sa foi et de son service à la communauté, et non de son apparence physique ou de ses possessions matérielles. Cependant, il existe une exception notable à toutes ces règles strictes. Vers l'âge de 16 ans, les adolescents Amish entrent dans une période appelée Rumspringa. Durant ce temps, la communauté assouplit temporairement ses restrictions envers les jeunes. Le Rumspringa permet aux adolescents de faire l'expérience de la vie hors de la communauté Amish avant de prendre un engagement permanent envers l'Église. Les jeunes femmes peuvent expérimenter le maquillage, les vêtements modernes, les coiffures, la musique, la technologie et d'autres expériences du monde extérieur. Certains vont à des fêtes, conduisent des voitures, utilisent des téléphones portables et portent des vêtements à la mode pour la première fois de leur vie. Cette période peut durer de quelques mois à plusieurs années, selon l'individu et sa communauté. À la fin du Rumspringa, il revient à chaque jeune de faire un choix décisif. Soit il s'engage envers l'église Amish et accepte ses restrictions pour le reste de sa vie, soit il quitte définitivement la communauté. Partir n'est pas sans conséquences. Une personne qui part après avoir été baptisée dans l'église s'expose à l'excommunication sociale, pratique consistant pour la famille et la communauté à limiter sévèrement les contacts avec elle. Environ 85 à 90% des jeunes Amish choisissent de revenir et de rejoindre l'église après le Rumspringa. Cela signifie que la grande majorité des femmes Amish renoncent volontairement au maquillage, aux bijoux, aux vêtements modernes et l'expression personnelle pour le reste de leur vie après avoir goûté à l'autre mode de vie. Elles font ce choix en parfaite connaissance de ce que le monde extérieur propose. Elles choisissent malgré tout leur communauté. Avez-vous déjà visité une communauté Amish? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous voulez voir plus de vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une de celles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.